Vous écoutez Ici Rueil. Bienvenue à tous, chères auditrices et auditeurs. La médiathèque nous ouvre ses portes. Ce lieu vivant, ouvert à la découverte et au partage. Conférences passionnantes, rencontres littéraires qui rapprochent, autant de moments forts qui nourrissent la curiosité et font vivre la culture au cœur de notre ville. Aujourd'hui, vivez ou revivez la conférence sur Jean Moulin, le préfet, l'artiste et le résistant, animé par Jean-Paul Grasset, historien et président de l'Association nationale des Amis de Jean Moulin. Bonjour à tous. Merci d'abord à la ville de Rueil-Malmaison de m'accueillir dans cette magnifique médiathèque. Merci à monsieur le maire, merci à ses adjoints, merci aux employés de la médiathèque, à monsieur Joly, Alain Joly, qui vient de vous présenter son association, l'UNADIF. Alors je suis venu ici vous parler de Jean Moulin, surtout de Jean Moulin. Un petit mot sur l'Association nationale des Amis de Jean Moulin. L'Association nationale des Amis de Jean Moulin a son siège à Bordeaux, au centre Jean Moulin de Bordeaux. Ça peut paraître surprenant parce que Jean Moulin, vous le verrez à la suite de la conférence, n'est jamais venu à Bordeaux. Mais l'association est née d'une volonté qui était apparue dès 1945, mais qui n'avait pas pu se réaliser, de réunir les amis de Jean Moulin pour perpétuer sa mémoire et lui rendre hommage. Et cette association, pour des raisons politiques, n'a pas pu exister dès 1944-45, et elle a été créée en 1974 par Laure Moulin, qui allait mourir quelques mois plus tard, la sœur de Jean Moulin, et Jacques Chaban-Delmas, qui était, vous le savez sans doute, parmi toutes ses fonctions politiques, qui était maire de Bordeaux. Alors l'association des Amis de Jean Moulin, sa principale manifestation, monsieur Joly vous en a parlé, c'est une cérémonie d'hommage au Panthéon tous les 17 juin, en collaboration avec la ville de Bordeaux et le ministère des Armées. L'objectif de notre association, c'est de rendre hommage à Jean Moulin, de faire connaître Jean Moulin, pas seulement Jean Moulin et ses compagnons, tous ses compagnons, et aussi d'organiser des conférences, des séminaires autour de la résistance et de la déportation, et de s'adresser à un ensemble de publics, mais surtout, nous visons un public de jeunes, car il s'agit, à travers l'exemple de Jean Moulin et de ceux qui l'ont suivi, de continuer à faire vivre les valeurs qui ont été les leurs. Nos dernières manifestations importantes se sont déroulées en 2023. 2023, c'est le 80e anniversaire de la mort de Jean Moulin. Nous avons organisé une exposition en partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle. On a un partenariat aussi avec la Fondation Charles de Gaulle à Colombey les Deux Églises. Et nous avons surtout organisé un colloque consacré à Jean Moulin, qui s'est déroulé à Béziers, la ville natale, je vais vous le dire, de Jean Moulin. Et de ce colloque sont issus des actes. Nous avons fait venir les historiens, les universitaires les plus qualifiés. Actuellement, on parlait de Jean Moulin. Donc, nous avons publié des actes. Certains sont ici. Si, à la fin, vous souhaitez en obtenir, vous pourrez vous adresser à moi. Donc voilà, rapidement, qui est l'Association nationale des Amis de Jean Moulin. Donc maintenant, nous parlons de Jean Moulin. Alors Jean Moulin, vous avez en introduction à la conférence cette photographie très célèbre de Jean Moulin, photographie sur laquelle courent des légendes. On dit que cette photographie a été prise en juin 1940, lorsque, ça a été rappelé rapidement tout à l'heure, mais on y reviendra, Jean Moulin avait tenté de se suicider, de se couper la gorge, et pour cacher sa cicatrice, il aurait mis une écharpe. En fait, c'est une légende. Légende dont Laure Moulin, sa sœur, est à l'origine. Mais cette photographie, qui est donc la photographie maintenant icône de Jean Moulin, a été prise un peu avant, en hiver, à Montpellier. Jean Moulin était invité chez sa sœur et il a voulu se promener. Il faisait froid. Donc, il a mis un chapeau, comme c'était la mode à l'époque. Tous les hommes portaient des chapeaux. Et il a mis une écharpe pour se protéger la gorge.
Donc c'est une légende qui court sur cette photographie. Et vous avez de part et d'autre de la photographie de Jean Moulin, la décoration de l'Ordre de Libération que Jean Moulin a reçue des mains du général de Gaulle en 1943, au début de l'année 1943. Il était compagnon de la Libération. Ça, c'est le Jean Moulin résistant. Et je vais bien sûr vous parler surtout du Jean Moulin résistant. Mais ce qui caractérise Jean Moulin, c'est la richesse de sa personnalité. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à Jean Moulin, c'est ce qui m'a d'abord frappé. Jean Moulin, c'est le résistant. Tout le monde pratiquement connaît son nom, et au moins qu'il a été résistant. Mais Jean Moulin, c'est aussi un préfet, un haut fonctionnaire de grande qualité. Et vous avez là une photographie de Jean Moulin, préfet, pendant l'été 1940, et vous voyez qu'il porte aussi une écharpe. Et là, c'est vraiment pour cacher la cicatrice de la plaie qu'il avait à la gorge. Et on ne peut comprendre Jean Moulin, résistant, que si on sait ce qu'il a été en tant que haut fonctionnaire. C'était donc un préfet, sous-préfet, préfet, plus jeune sous-préfet de France, plus jeune préfet de France. Jean Moulin, c'était donc un haut fonctionnaire, compétent, ambitieux, et c'était aussi un amateur d'art. Un amateur d'art, lui-même dessiné, lui-même peigné, et il a commencé à constituer une collection d'œuvres d'art importantes, dont vous avez ici un exemple. Et pour connaître la personnalité de Jean Moulin a laissé très peu de traces écrites. Il a laissé un livre qui s'appelle « Premier combat », qui a été édité par sa sœur une fois sa mort. Et il a laissé des lettres d'ailleurs qui viennent d'être publiées il y a 2 ou 3 ans par un de nos vice-présidents, François Berriot, et qui a reçu le prix du Sénat. Mais il ne se confie pas vraiment dans ces lettres. Et si on veut saisir la personnalité de Jean Moulin, une analyse de ses dessins, de ses aquarelles, de ses tableaux est intéressante. Et puis il y a une 4e dimension dans Jean Moulin, c'est l'homme privé. Et un homme privé qui aimait la vie. C'était un joyeux vivant. Il faisait du sport. Il aimait aller dans les bons restaurants. Il aimait aller dans des endroits parfois un peu moins recommandables. Et c'est aussi un aspect de la vie de Jean Moulin qu'il faut bien connaître. Et c'est ces différents aspects, ces 4 aspects. Jean Moulin, le résistant, le préfet, l'artiste, et puis aussi l'homme privé que je vais vous présenter dans les minutes qui vont suivre. Alors la première question que je me suis posée quand je me suis intéressé à Jean Moulin, j'ai oublié de vous dire pourquoi je m'intéressais à Jean Moulin. En fait, je m'intéressais à Jean Moulin au départ pour des raisons professionnelles. Au hasard de mes affectations de professeur, puis ensuite d'inspecteur, de professeur, j'avais été chargé du service éducatif du centre Jean Moulin de Bordeaux. Et c'est ainsi que je me suis intéressé à Jean Moulin. Et la première chose qui m'a frappé, donc, c'est ces différents aspects de sa personnalité et la capacité qu'il avait de mener en même temps, pratiquement, le même jour, il pouvait changer de casquette. Il pouvait être le sous-préfet, le préfet, ou bien plus tard le responsable de la résistance, et puis ensuite rencontrer des hommes politiques, des administrateurs, etc., d'autres résistants. Et le même jour, il pouvait aller dans une galerie de peinture, il pouvait peindre, il pouvait dessiner, et le soir, terminer dans un lieu de plaisir en ayant fait un peu de sport dans l'après-midi. Il était capable de mener toutes ces activités en même temps. Et cela m'a amené à me poser une deuxième question. C'est comment un homme presque ordinaire, un peu plus qu'ordinaire quand même, mais avait abandonné sa carrière de haut fonctionnaire, son goût pour les arts, pour se consacrer entièrement à la résistance. C'est une question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et avec une question subsidiaire, et la troisième, que j'ai mis ici en second, mais qu'on aurait dû mettre en troisième, c'est comment s'explique que Jean Moulin et De Gaulle,
qui étaient des hommes très différents à tout point de vue, soient arrivés immédiatement à s'entendre, à se comprendre et à travailler ensemble. Voilà les 3 questions, finalement, qui vont guider mon exposé qui va se faire en 3 parties, comme mes maîtres me l'ont appris. Nous allons bien sûr centrer sur Jean Moulin pendant la Résistance, mais on ne peut comprendre Jean Moulin pendant la Résistance que si on connaît Jean Moulin avant son entrée en Résistance. C'est la première partie, Jean Moulin avant Jean Moulin. Puis deuxième partie, nous verrons Jean Moulin résistant. Et troisième partie, après Jean Moulin. Par exemple, le fait que nous soyons ici, à Rueil-Malmaison, aujourd'hui, en train de parler de Jean Moulin. Alors, Jean Moulin avant Jean Moulin, c'est-à-dire avant 1941, Jean Moulin avant Jean Moulin, il y a 2 choses importantes à retenir pour le comprendre. La première, c'est que sa famille lui a donné, en particulier son père, on va le voir, une solide formation, une solide éducation républicaine et patriotique. C'est une des clés pour comprendre l'engagement de Jean Moulin. Et une autre clé, c'est son expérience de haut fonctionnaire qui lui a donné des moyens, des clés pour ensuite organiser et unifier la résistance. Et bien sûr, de tout cela découlent des qualités que nous allons énumérer rapidement à la fin. Donc Jean Moulin est né à Béziers. Il est né à Béziers à la fin du 19e siècle, en 1999, et dans cette maison. Dans cette maison qui se trouve donc au centre de Béziers, en face de la médiathèque, qui est presque aussi belle ou plus belle, je ne sais pas, que celle de Rueil. Mais quand Jean Moulin est né dans cette maison, qui était toute neuve, à la fin du 19e siècle, ce n'est pas la médiathèque qu'il avait en face de lui, mais c'était une caserne. Et dans cette caserne, il a pu voir défiler, s'exercer un certain nombre de soldats. Il est né au 3e étage de cette maison. Ses parents étaient locataires. Et au 3e étage, c'était l'étage le moins cher. À cette époque, maintenant c'est le contraire. Plus on s'élève dans les étages, plus c'est cher. À cette époque, c'était le 3e étage qui était le moins cher, donc tout à fait en haut, tout simplement parce qu'il n'y avait aucune commodité, pas d'eau au 3e étage, donc il fallait descendre régulièrement au rez-de-chaussée pour se fournir en eau, par exemple. Il est né à Béziers, où son père, je vais vous parler tout à l'heure de son père, où son père était professeur d'histoire. Je salue un collègue dans son père. Son père était professeur d'histoire au collège, on disait à cette époque collège, maintenant on dit lycée, au lycée de Béziers. Il est le dernier enfant d'une famille qui en compte déjà 2. Il avait un frère, Joseph, et qui va mourir assez vite, et une sœur, Laure, dont je vous ai déjà parlé, et qui va aider Jean Moulin dans son action, et aussi, après la guerre, jouer un rôle important dans le maintien de sa mémoire. Il est né là, selon les habitudes de l'époque, il n'aurait pas dû naître là. À cette époque, les mères allaient accoucher dans leur famille. Et la famille de Jean Moulin n'était pas de Béziers. C'est la nomination de son père qui l'avait conduit à Béziers. La famille était originaire d'un petit village en Provence qui s'appelle Saint-Andiol. Et vous avez ici la maison de famille de Jean Moulin à Saint-Andiol. Elle appartient toujours à la famille de Jean Moulin. C'est la maison d'une famille de paysans et d'artisans aisés qui s'étaient installés plusieurs générations auparavant à Saint-Andiol. Et le premier moulin à avoir un peu gravi l'échelle sociale, c'est son grand-père. Son grand-père qui était artisan, propriétaire, agricole, et qui était devenu marchand de biens, agent immobilier, on dirait maintenant, marchand de biens, ce qui lui avait permis d'amasser un peu d'argent et d'épouser même en seconde noces, ce qui était rare à l'époque. Sa deuxième épouse, qui n'est pas l'arrière-grand-mère de Jean Moulin, avait le brevet. C'était très rare
au XIXe siècle qu'une femme ait l'équivalent du brevet. C'est donc dans cette maison qu'il aurait dû naître, mais sa famille était restée à Béziers lorsque, en 1899, oui, il est né. Voilà ses parents. Son père, Antonin Moulin, donc le fils du grand-père dont je viens de vous parler. Et il avait fait des études, son père. Il avait d'abord été au petit séminaire, ce qui était la coutume à l'époque dans la bourgeoisie rurale, envoyer leurs enfants au petit séminaire, pas pour qu'ils deviennent prêtres forcément, mais pour qu'ils acquièrent un certain nombre de connaissances. Puis il était allé au lycée d'Avignon, qui n'est pas très loin, puis à l'université d'Aix. Et à l'université d'Aix, il avait obtenu un diplôme qui n'existe plus, mais qui lui permettait d'enseigner. D'enseigner pas dans les lycées, d'enseigner dans les collèges. Et il avait été nommé dans un premier temps au collège de Bédarieux, puis ensuite au collège de Béziers. Ce père, Antonin Moulin, a joué un très grand rôle dans la formation de Jean Moulin. Jean Moulin était très attaché à sa famille et il était très attaché particulièrement à son père. Sa mère, que vous voyez à droite, comme beaucoup d'épouses, était à cette époque catholique et pratiquante. Et elle a donné à ses enfants, en parallèle à Antonin Moulin, qui lui a donné une culture patriotique et républicaine, elle a donné une formation chrétienne. Alors Antonin Moulin est nommé donc professeur au collège de Béziers. À cette époque, on n'avait pas dans les collèges du moins, on n'avait pas de spécialité. Au début, il a été nommé comme professeur de français et de latin, puis il est devenu professeur d'histoire et de géographie. Mais très vite, il s'est engagé dans la vie politique locale. Il est devenu conseiller municipal, puis il est devenu conseiller général, puis il est devenu vice-président du conseil général. C'était un républicain, très attaché donc aux valeurs de la République. Il avait un peu embelli la généalogie de sa famille. Il disait qu'il descendait d'un soldat de l'an 2. C'est faux. Hein. Quand on regarde, son arrière-arrière-grand-père aurait eu 4 ou 5 ans, en 1794. En réalité, ce personnage à lequel il se référait avait été enrôlé de force dans les armées de Napoléon. Il disait aussi qu'il descendait d'un républicain qui avait été emprisonné sous le Second Empire. C'est faux aussi. En fait, son grand-père avait été inquiété parce qu'il avait des opinions républicaines dans les années 1870, à l'époque où se mettait en place, avec difficulté, la Troisième République. Il était radical socialiste, pas socialiste. Et il s'est d'ailleurs à un certain moment disputé avec son fils Jean Moulin à ce niveau-là. Pour Antonin Moulin, la révolution était finie. Il s'agissait seulement de la consolider. Il ne s'agissait pas de renverser la société. Il a été de tous les combats républicains de l'époque. Il a été Dreyfusard. Il a été un fervent partisan de la séparation des églises et de l'État. Il a été un des premiers adhérents et même, je crois, un président de la Ligue des droits de l'homme dans la ville de Béziers. Donc, c'était un homme de gauche modéré. Et c'est lui qui a donné à Jean Moulin cette culture républicaine et patriotique qui explique en partie son engagement. En même temps, comme tous les notables locaux, il s'intéressait à l'histoire locale. Et il a fréquenté les Daudet, par exemple, et d'autres écrivains locaux. Il a écrit des livres avec l'aide de Jean Moulin, qui faisait les recherches aux archives. Il a écrit des livres sur, par exemple, l'histoire de son village Saint-Andiol au Moyen-Âge. Et ce livre vient d'être publié cette année par la ville de Saint-Andiol. Donc un notable républicain du XIXe siècle qui a eu une très grande influence sur son fils Jean Moulin. Jean Moulin avait la chance d'avoir un père professeur,
au collège de Béziers, ce qui lui a permis d'aller au collège de Béziers comme élève gratuitement. À cette époque, les études secondaires étaient payantes et la famille de Jean Moulin n'aurait peut-être pas pu lui faire poursuivre des études secondaires s'il n'avait bénéficié de cet avantage qu'avaient les enfants des professeurs, aller au collège gratuitement. Ils ne payaient pas de pension, alors que les autres payaient des pensions. Ce collège, vous le voyez en haut, il existe toujours à Béziers, c'est le lycée de la ville de Béziers. Il n'a pas été un très bon élève, Jean Moulin. Pas un mauvais élève non plus. Actuellement, bien entendu, il serait un excellent élève. Mais à cette époque, il était un élève moyen. On a, le centre Jean Moulin à Bordeaux, des copies, vous en voyez une ici, d'une dissertation de Jean Moulin écrite alors qu'il était en classe de première. La photographie qui est en bas représente la classe de Jean Moulin. À un certain moment, vous avez son... Alors, si j'arrive à faire fonctionner, vous avez le professeur ici. Il a d'ailleurs fait, nous en reparlerons, des caricatures de ce professeur. Et Jean Moulin se trouve là. Voilà, Jean Moulin, donc élève au lycée de Béziers, où son père enseignait. Puis, il va poursuivre des études secondaires, pas celles qu'il aurait choisies, mais c'est son père qui va l'obliger à faire des études de droit. Lui, il aurait voulu faire plutôt des études de peinture, mais c'est un enfant obéissant, Jean Moulin, du moins jusqu'à un certain moment, et il va faire des études de droit. Vous voyez ici à droite une photographie des étudiants en droit, alors à la faculté de Montpellier, qui est une des grandes facultés de droit de France, et Jean Moulin, les voilà, qui est ici. La guerre a éclaté, la Première Guerre mondiale, et Jean Moulin va être mobilisé. Il va être mobilisé, vous le voyez en soldat, sur la gauche, au début de l'année 1918. La guerre va se terminer bientôt, et en fait, il ne va pas combattre. Et tout au long de sa vie, notamment lorsqu'il était préfet et lorsqu'il a eu, ou sous-préfet, et lorsqu'il a eu à inaugurer de nombreux monuments aux morts après la Première Guerre mondiale, il a regretté de ne pas s'être battu. En fait, il a fait d'abord ses classes, sa formation, et puis lorsqu'il a été apte à devenir un soldat, l'armistice a été signé, et Jean Moulin a vu plutôt les conséquences de la Première Guerre mondiale. Il était affecté dans les Vosges, et il a vu dans les Vosges tous les ravages que la Première Guerre mondiale avait fait dans les villages et dans les campagnes. Donc il fait des études de droit, et son père qui est vice-président du Conseil général, à cette époque, le vice-président du Conseil général avait moins d'importance qu'aujourd'hui, mais c'était quand même un notable important. Et il obtient du préfet de Montpellier que Jean Moulin occupe un poste de secrétariat à la préfecture de Montpellier. Et c'est comme ça qu'il commence sa carrière dans la fonction, on dirait maintenant, dans la fonction publique. Mais ce qu'il aurait voulu, c'est être dessinateur, être peintre. Et très jeune, il commence à faire des dessins, des caricatures. Il va caricaturer ses professeurs, je vous ai dit tout à l'heure un, et certaines de ces caricatures, grâce toujours à l'influence de son père, vont être publiées alors qu'il a une quinzaine d'années seulement, lorsqu'il réalise ces deux caricatures que j'ai choisies pour vous, vont être publiées dans des journaux. Alors vous avez deux caricatures et on voit l'humour de Jean Moulin. La première représente des enfants qui jouent à la guerre, pendant la guerre, et l'un d'eux dit « Oh là les amis, pas si fort, vous oubliez qu'on n'est pas des boches pour de bon ». Donc il y a une certaine ironie dans cette
dans ce commentaire. Et la deuxième, c'est des garçons aussi qui sont dans une cour d'école. Et l'un demande à l'autre, mais pourquoi tu ne vas pas t'amuser à côté? Et il répond, parce que c'est un germain. Voilà. Donc c'est ça qu'il aurait voulu faire, Jean Moulin. Il aurait voulu poursuivre des études de peinture, des études d'art, mais la volonté de son père étant suivie, il devient préfet. Et là commence le Jean Moulin, avant Jean Moulin. La deuxième explication du rôle qu'il va jouer, il devient un haut fonctionnaire. Donc il va occuper plusieurs postes dont je vais vous parler. Et finalement, il devient un haut fonctionnaire de grande qualité, apprécié par ses supérieurs, ambitieux. Et là encore, il va faire appel à son père et aux influences politiques de son père pour obtenir des nominations qui lui permettent de monter en grade. Donc vous voyez ici Jean Moulin, jeune sous-préfet. Il va occuper différents postes que vous avez résumés sur cette carte, que vous ne voyez peut-être pas très bien. Donc il commence à Montpellier, mais tout à fait en bas de l'échelle, ici, comme employé de préfecture. Et le sous-préfet de l'époque remarque ses qualités. Et ce sous-préfet devient préfet de Chambéry, qui est ici. Et il fait appel à Jean Moulin pour être son chef de cabinet. Donc il devient chef de cabinet du préfet de Chambéry. Et puis par la suite, il va, je ne vais pas insister trop longtemps, il va occuper plusieurs postes en montant de grade. Il va devenir sous-préfet, puis il va devenir préfet. En tant que sous-préfet, il va être nommé, parce que c'est important de le savoir, très loin. Hein. À l'époque, c'est très loin. Depuis Chambéry, où il est là, il est nommé ici, à Châteaulin. Et pour cela, il veut une belle voiture. Donc, il va s'acheter une magnifique voiture. Seulement, il n'a pas l'argent pour l'acheter. Il était toujours à court d'argent, Jean Moulin. Donc, il va demander à son père de lui prêter un peu d'argent. Et avec cette belle voiture, il va parcourir les kilomètres qui séparent la Savoie, ici, de Châteaulin. Il pense qu'à Châteaulin, il va s'ennuyer. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire quand on est sous-préfet de Châteaulin, mais il va rencontrer des gens qui vont avoir une influence sur lui, notamment Max Jacob, et puis aussi des poètes, des peintres qui vivent en Bretagne. Auparavant, j'ai oublié de vous le dire, quand il était à Chambéry, il a fait la connaissance de la famille Cotte, Jean-Pierre Cotte, qui était une famille de la grande bourgeoisie, et de gauche, on dirait maintenant. Et ils vont devenir amis. On va voir des photographies tout à l'heure. Et la famille Cotte va jouer un grand rôle dans la vie de Jean Moulin, notamment Pierre Cotte va devenir ministre à plusieurs reprises. Et à partir de 1932, 1934, en 1936, et il prendra Jean Moulin comme chef de cabinet, ce qui l'amène à Paris et à fréquenter donc la vie parisienne. C'est important. Sous-préfet, il a été aussi sous-préfet. Un autre endroit qu'il était à noter peut-être, c'est dans la Somme. Il était secrétaire général d'Amiens en 1934. Et il a laissé un grand souvenir à Amiens, parce qu'en 1934, il y a eu beaucoup de grèves à Amiens. Et le préfet était malade. Donc c'est Jean Moulin qui a eu à gérer les problèmes que pouvaient susciter ces grèves. Et puis il devient préfet. Il devient préfet d'abord de l'Aveyron en 1937. Et puis en janvier 1939, il sera préfet de Chartres. Alors voilà quelques photographies de Jean Moulin préfet. Sur la photographie de gauche,
Vous le voyez au milieu. Il est ici. Et c'est la photographie officielle de la séance du Conseil général de l'Aveyron à Rodez. À cette époque, c'était le préfet qui en fait dirigeait le Conseil général. Les conseils généraux n'avaient pas l'autonomie qu'ils ont aujourd'hui, et c'était le préfet qui était chargé de vérifier si les décisions du Conseil général étaient légales et de faire appliquer les décisions prises par le Conseil général. Donc c'était une fonction importante. Sur la photographie qui est en haut, toujours à Rodez, vous le voyez avec l'évêque de Rodez dans une manifestation officielle. Et en bas, il est devenu donc le chef de cabinet du ministre de l'Air. Pierre Cotte a été le premier ministre. Il est devenu chef de cabinet du ministre de guerre, et il accueille Marie Sébastier, qui vient de traverser l'Atlantique. Son discours a été enregistré, et c'est le seul document qui nous permet d'entendre la voix de Jean Moulin. Évidemment, je ne l'ai pas ici, je le regrette, mais là, on entend la voix de Jean Moulin, grandiloquente, comme étaient les discours de l'époque. Et puis, c'est un préfet pas ordinaire, hein, parce qu'il fait du sport, et notamment avec les côtes dans les Alpes. Donc, vous le voyez ici à gauche, avec monsieur et madame Pierre Cotte, et également les côtes, qui ont des grands moyens financiers, ont des bateaux, et l'été, sur la côte d'Azur, ils profitent des bateaux de la famille Cotte. Et puis, il est toujours amateur d'art, et il continue à peindre ou à dessiner. Alors évidemment, il est préfet, donc préfet ou sous-préfet ou chef de cabinet, représentant de l'État. Il ne va pas peindre sous son nom, il va prendre un pseudonyme. Et il va prendre comme pseudonyme Romanin. Romanin, c'est le nom d'un château fort en ruine qui se trouvait près de Saint-Andiolle, et dans lequel il aimait aller s'amuser quand il était jeune. Donc en tant que peintre, il devient Romanin. Alors il peint des paysages qui l'entourent. Ici, ce sont un village de Savoie, donc il a été en fonction. Et là, ce sont des paysages de la Provence, dans lesquels il aimait aller se retirer. Et puis, il va faire ses eaux fortes, que vous voyez là, 8 eaux fortes, comme celle-ci. Quand il est à Châteaulin, pour illustrer les poèmes d'un poète pas très connu, d'un poète breton local, qui, dans ses poésies, a voulu raconter l'histoire de la Bretagne et de la France sous ses aspects tragiques. Je ne sais pas ce que vous pensez en regardant ces eaux fortes, mais on aurait pu croire qu'elles ont été dessinées après la Seconde Guerre mondiale, et qu'elles rappellent finalement les souffrances dans les camps de concentration. Pas du tout, puisque Jean Moulin était mort en 1943. Donc c'est peut-être une prémonition, plus sûrement. C'est, d'une part, il peut s'inspirer de ce qu'il a vu dans les Vosges lorsqu'il était soldat. Et puis également, ces eaux fortes illustrent des poèmes qui racontent les souffrances de Bretons, de soldats bretons, qui avaient participé à la guerre de 1870 et qui avaient été parqués dans un camp, qui n'était pas un camp de concentration, près du Mans. Et donc, ça évoque finalement pas les camps de concentration, mais les souffrances de ces soldats, en exagérant peut-être un peu. Ces eaux fortes sont toujours à vendre, elles coûtent très très cher quand on en trouve sur les marchés. Et puis, c'est aussi un caricaturiste. Il continue à faire des caricatures politiques, et il a maintenant plus de notoriété que lorsqu'il avait 15 ans. Et il se moque des hommes politiques de son époque. On est sous la Troisième République. Les ministères
tourne encore plus vite qu'aujourd'hui, ou à la même vitesse qu'aujourd'hui. Et là, il représente donc un premier, enfin, on ne disait pas premier ministre, un président du Conseil. Et vous remarquez la caricature, le visage, c'est un juif, c'est la caricature d'un juif. Et Jean Moulin, donc, allez, dans le sens de l'époque, c'était l'atmosphère de l'époque, et n'hésitez pas donc à me présenter des juifs avec ces caricatures. Il caricature aussi, alors évidemment ça ne peut pas être publié sous le nom de Jean Moulin préfet, hein, sinon il aurait eu les foudres du président du Conseil et du président de la République. Il caricature aussi les... mais je me suis trompé. Il caricature aussi la vie de la haute société, à laquelle il participe. Et là, donc, on voit des dames qui sont en train de parler à un portier devant un grand hôtel. Il publie ses caricatures dans toutes sortes de journaux, mais plutôt des journaux de droite, voire d'extrême droite, hein, comme Gringoire, par exemple. Comment ça s'explique? Ça ne s'explique pas parce qu'il avait forcément les idées des journaux dans lesquels il écrivait. Je vous ai dit qu'il avait des idées fortement républicaines et patriotiques, mais tout simplement comme il voulait caricaturer. Il fallait qu'il écrive ou qu'il dessine dans des journaux s'opposant aux hommes politiques qui étaient au pouvoir. Hein. Donc il a publié des caricatures comme celle-ci, de très nombreuses caricatures politiques comme celle-ci. Alors, les qualités de Jean Moulin. J'ai relevé quelques appréciations qui avaient été données par ses supérieurs hiérarchiques. Et on ne va pas toutes les énumérer, mais il avait beaucoup de qualités, des qualités qui lui ont servi. Alors, des qualités qu'il avait naturellement, puis des qualités qu'il avait de par son éducation, puis de par son expérience de haut fonctionnaire, et qui vont beaucoup l'aider dans son organisation et unification de la résistance. Et puis on arrive à Jean Moulin résistant. Alors Jean Moulin résistant, ça dure très peu de temps. Ça commence en 1940 et ça se termine malheureusement pour lui en 1943. Mais dans cette période qui va de 1940 à 1943, on peut distinguer trois moments. Le premier moment, c'est lui-même qui lui a donné son titre, Premier combat. C'est ce qu'il a fait en 1940. Premier combat étant le livre qu'il a écrit, puis qui a été publié par sa sœur, et qui raconte donc les moments qu'il a vécus de mai à octobre 1940. Puis un deuxième moment, c'est quand il est chargé par... c'est quand il se déplace à travers la France, et entre 1940 et 1941, et où il recense une résistance qui commence à naître. Le recenseur de la résistance. Et c'est ce recensement, si on veut employer ce terme, qu'il va transmettre au général de Gaulle. Et le général de Gaulle va le charger, dans un deuxième temps, d'organiser et d'unifier la résistance. Et puis, il y a le dernier combat, en 1943, lorsqu'il va être torturé et ensuite mourir en juillet 1943. Alors, premier combat, c'est à Chartres. Il est préfet de Chartres, on est en 1940. Il est préfet depuis le mois de janvier 1939. Chartres est bombardée. Les Allemands avancent. Il y a énormément de victimes. Il y a énormément de destruction. Les gens s'enfuient, quittent Chartres. Et Jean Moulin essaie, c'est le sujet de l'affiche qui est à côté, essaie de les retenir, mais il n'en est rien. Et Jean Moulin donc va essayer de continuer à faire vivre ceux qui restent à Chartres. Alors, il y a d'une part les habitants de Chartres, mais il y a aussi, vous savez, c'est l'exode, et il y a aussi toutes ces populations du Nord qui affluent vers le Sud et qui passent par Chartres. Et Jean Moulin va agir lui-même pour essayer de faire vivre ces gens qui passent à Chartres ou qui restent à Chartres. On sait que, par exemple, il prenait lui-même sa voiture, et la voiture du préfet, et allait chercher de la nourriture dans les campagnes alentours pour essayer de nourrir la population. Toujours est-il que quand les Allemands arrivent à Chartres, Chartres est entièrement détruite et il n'y a pratiquement plus personne. Le notable qui reste, c'est un adjoint au maire. Tous les autres sont partis, le maire et tous les autres sont partis. Un adjoint au maire, le coadjuteur de l'évêque est parti, et
et Jean Moulin, le préfet, qui, lui, a décidé de rester en pensant qu'un représentant de l'État ne déserte pas. Et c'est là que va se situer son premier combat. Qu'est-ce qui se passe? Les Allemands arrivent à Chartres. Et Jean Moulin, en tant que préfet, les accueille entre guillemets. Et là, le général qui commande les armées allemandes qui sont à Chartres va demander à Jean Moulin de signer un document, un protocole, reconnaissant que ce sont les troupes françaises qui ont massacré les habitants d'un village. Jean Moulin se rend dans ce village, qui est à Saint-Georges, s'appelle, qui est à quelques kilomètres de Chartres. C'est pour ça que ce ne sont pas des soldats français, mais en fait, ce sont des soldats allemands. Ces soldats français qui étaient d'ailleurs des tirailleurs sénégalais, ce qui ne les arrangeait pas auprès des autorités allemandes. Et Jean Moulin, donc, va refuser de signer ce protocole. Les autorités allemandes vont alors l'interroger, le torturer, pour qu'il arrive à signer ce protocole. Il refuse de signer ce protocole. Et le soir arrivant, on est le 17 juin. Le soir arrivant, les Allemands l'internent dans ce petit pavillon qui est en fait le pavillon d'entrée de l'hôpital de Chartres, en lui disant d'ailleurs d'une façon un peu cruelle, eh bien, il y avait déjà un prisonnier qui était un tirailleur sénégalais, mais tu seras bien là avec ton ami. Et Jean Moulin, dans la nuit, essaie de se suicider. C'est là donc qu'il va se taillader la gorge. Il n'y parvient pas, et le lendemain matin, lorsque les soldats allemands arrivent, ils trouvent donc le tirailleur sénégalais toujours là, et ils trouvent également Jean Moulin. Ils vont le soigner et le remettre en état. La photographie de tout à l'heure, qui représentait Jean Moulin préfet, avec son écharpe autour du cou. Alors, question qui se pose. Pourquoi Jean Moulin a essayé de se suicider? Il a donné une explication. Alors, on pourrait penser que c'est parce qu'il était découragé, il était épuisé, il avait été torturé toute la journée, et finalement, c'est un signe de désespoir qu'il s'est suicidé, qu'il a tenté de se suicider. Dans le premier combat, où il va raconter donc, ce qui s'est passé ce jour-là, il dit qu'il a essayé de se suicider pour montrer aux Boches, il parlait de Boche, il ne parlait pas d'allemand, comme de tous les gens de l'époque, pour montrer aux Boches qu'un Français était capable aussi de se sacrifier pour son pays. Voilà la version de Jean Moulin. Quelques jours plus tard, lorsqu'il est rétabli, il écrit à sa mère. Il écrivait beaucoup de lettres à sa mère. Et dans cette lettre, il dit à sa mère « Je ne savais pas qu'il était si facile de faire quelque chose quand on est en danger. » Voilà. Donc, Jean Moulin survit à sa tentative de suicide et il décide de rester préfet. Toujours selon l'idée, je vous ai dit tout à l'heure, que le représentant de l'État reste là et ne démissionne pas ou ne fuit pas. C'est une tâche difficile. C'est une tâche difficile pendant les 3 ou 4 mois qui vont suivre, parce que Jean Moulin, en tant que préfet, il est chef de l'administration. Et il est donc chargé, il est donc responsable de la sécurité des habitants du territoire dont il a la. Il est en même temps préfet du gouvernement de Vichy. Et en tant que préfet du gouvernement de Vichy, il est obligé d'obéir aux ordres de Vichy. Et il est également préfet, suite à l'armistice qui a été signé avec l'Allemagne, d'un département occupé. Donc, ça marche aussi. En tant que préfet d'un département occupé, il est obligé d'obéir aux ordres de l'autorité militaire allemande. Donc, c'est une situation qui n'est pas commode. Et c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher à ce moment-là. Il va notamment, en tant que préfet, au moins cautionner, sinon faire lui-même, la liste suite aux premières mesures que le gouvernement de Vichy a prises contre les Juifs
à la fin de l'été 1940, il va dresser une liste de personnes, d'hommes et de femmes, qu'il faut éliminer de l'administration parce qu'ils sont juifs. Alors, on n'a pas le document original. On n'a qu'une copie. Vous savez, c'était les pelures. Il n'y a pas de photocopie. Ce n'est pas signé Jean Moulin. Mais il n'empêche que ça a été établi au moment où Jean Moulin était préfet de Chartres. Et puis, il va être non pas révoqué, comme vous le lirez souvent dans la littérature, il va être relevé de ses fonctions par le gouvernement de Vichy au début du mois de novembre 1940. Relevé de ses fonctions. Cela veut dire qu'on va lui donner 3 options en tant que haut fonctionnaire. Ou bien il démissionne, ou bien il accepte de changer de ministère. Et on lui propose l'éducation nationale avec le grade qui est le mien d'inspecteur d'académie. Ou bien on lui demande de prendre sa retraite. Il va prendre la 3e solution, prendre sa retraite. Il a 41 ans. Mais à cette époque, les règles de retraite des fonctionnaires étaient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc il décide de prendre sa retraite et de se retirer dans son village à Saint-Andiol. On ne sait pas exactement quelles étaient ses intentions à ce moment-là. Pour un Français, un haut fonctionnaire, mais un Français ordinaire, il y avait plusieurs solutions. La solution, c'était de ne rien faire. La 2e solution, c'était de rejoindre un général dont personne n'avait entendu parler quelque part, pas très la Manche. L'autre solution, c'était d'aller aux États-Unis et de continuer la guerre, si on veut, en étant aux États-Unis. C'est ce qu'ont fait la famille Cotte et beaucoup d'autres, riches, parce qu'il fallait avoir l'argent pour aller aux États-Unis et vivre aux États-Unis. Donc Jean Moulin hésite. On sait qu'il hésite parce que il est entré en contact avec un secrétaire de préfecture qui, sous le gouvernement de Vichy, était devenu préfet de Toulouse. Et il demande donc à cet ancien subordonné s'il ne pourrait pas l'aider pour passer aux États-Unis. Il s'était mal adressé, parce qu'au lieu de l'aider, le personnage en question a communiqué aux autorités qu'un certain Jean Moulin voulait aller aux États-Unis et qu'il fallait donc se méfier de Jean Moulin. Autre chose qui montre qu'il hésite un peu, c'est qu'il se fait faire de faux papiers de démobilisation qui vont ensuite à faire un passeport et une carte d'identité au nom de Joseph Mercier, pour éventuellement sous un autre nom. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il reste en France et il va se... Alors ça, j'aurais dû vous le dire, montrer, j'ai oublié de faire avancer. C'était la photographie du préfet. Et là, c'est le brouillon du discours qu'il a prononcé lorsqu'il a quitté la préfecture. Donc, il s'en va chez lui. Et vous avez ici sa carte d'identité officielle. Donc, Moulin Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'était son nom complet. Comme profession propriétaire de terres agricoles à Saint-Andiol, dans la région de Saint-Andiol, assez vaste, propriété agricole. Et c'est avec l'aide de cette carte d'identité réelle, officielle, qu'il allait à la poste, tous les 2 ou 3 mois, je ne sais pas, se faire payer sa pension de retraité. Et puis, dans le sud de la France, donc en Provence, il rencontre une de ses amies, Antoinette Saxe. Je reviens en arrière. Antoinette Saxe, qui était sans doute sa maîtresse, on a maintenant à peu près la preuve, qui était une femme du monde et qui lui a permis de bien vivre ces mois dans le sud de la France et aussi de rencontrer les premiers résistants. Je vous en ai fait passer la photographie de 3. C'était des gens qui commençaient
à bricoler une sorte de résistance autour d'eux. Jean Moulin les rencontre. Vous en avez ici 3. Vous avez à gauche Freinet, qui était un militaire, qui va devenir un personnage important dans la résistance. Vous avez au milieu de Menton, qui est un aristocrate, descendant de la famille de Saint-Bernard, à côté d'Annecy. Dastière de la Vigerie, un aristocrate aussi, qui commence à organiser autour de lui quelques groupes de résistants qui deviendront ensuite des mouvements de résistance. Il y en a un dont je n'ai pas mis la photographie, mais qu'on aurait pu citer, puis quelques autres. Et là, Jean Moulin s'aperçoit que en France, tout le monde n'accepte pas l'armistice. Parce qu'on ne savait pas, il n'y avait pas de sondage. Hein. Les journaux dire. Donc il s'aperçoit qu'il y a des gens qui refusent l'occupation allemande, la défaite, et qui commencent à résister. Il va les rencontrer les uns après les autres, enfin, ceux qui ne rencontrent pas tout le monde. Et c'est là qu'il va avoir l'idée de communiquer tout ce qu'il a appris sur cette résistance naissante au général de Gaulle. Pour cela, il faut aller rejoindre le général de Gaulle. C'est pas facile. Il va se faire un passeport en utilisant les papiers qu'il avait pris à la préfecture avant de quitter Chartres, sous le nom de Joseph Mercier. Un visa, là il va obtenir l'aide de Cotte pour les États-Unis. Et le voilà parti officiellement pour les États-Unis. En train, il traverse le sud de la France, il traverse l'Espagne, il arrive au Portugal. Et c'est du Portugal qu'il veut rejoindre, non pas les États-Unis, mais qu'il veut rejoindre Londres, où se trouve le général de Gaulle et où se trouvent aussi les Anglais, qui, eux, n'ont pas signé l'armistice. Il va rester plus longtemps que prévu à Lisbonne, car il ne trouve pas de bateau pour aller vers Londres. Il va loger dans ces 2 hôtels que vous avez là. La photographie a été prise il y a 2 ou 3 ans. Et il va en profiter pour mettre par écrit tout ce qu'il a vu, entendu, pendant les quelques mois qu'il a passés en France. Et finalement, il va trouver un bateau et il va rejoindre l'Angleterre avec ce fameux rapport dont nous n'avons pas la version en français, nous avons la version en anglais. Parce qu'en réalité, Jean Moulin ne savait pas s'il allait remettre son rapport au général de Gaulle, on ne le connaissait pas, ce général de Gaulle, ou bien s'il allait remettre ce rapport aux Anglais, aux autorités anglaises. Donc ici, vous avez une page de ce rapport. Qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit que commence à se former en France donc ce qu'on va appeler des mouvements de résistance, et que ces mouvements de résistance ont besoin d'argent, ont besoin d'armes et ont besoin de liaisons radio. C'était ce que les personnages qu'il avait rencontrés lui avaient demandé. Donc il va d'abord s'adresser aux autorités anglaises. Les autorités anglaises, le SOE, fait une enquête sur Jean Moulin. Qui est vraiment Jean Moulin? Parce que ses papiers officiels n'étaient pas au nom de Jean Moulin. Il avait aussi ses papiers officiels quelque part. Donc les autorités anglaises font une enquête sur Jean Moulin, finalement acceptent Jean Moulin, et Jean Moulin va rencontrer le général de Gaulle au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre 1941. On a peu d'informations sur cette première rencontre, puis il y en a eu ensuite 2 ou 3 autres. On a peu d'informations. Elle a certainement eu lieu à Carlton Gardens, qui était le lieu que les Anglais avaient mis à la disposition du général. Vous avez ici une photo du général à cette époque. Et ce qui est curieux, c'était la question que j'ai posée en début. Comment se fait-il que ces 2 hommes si différents aient pu s'entendre? Tous les opposés. D'abord, ils n'avaient pas le même âge. Le général de Gaulle était plus âgé que Jean Moulin. L'un
un militaire, l'autre était un fonctionnaire civil. L'un avait des idées républicaines, Jean Moulin. L'autre, De Gaulle, on ne savait pas trop, d'un point de vue ce qu'il pensait. On pouvait soupçonner qu'il était monarchiste. Il n'avait jamais dans ses discours prononcés entre 1940 et 1941, et le 11 novembre 1941, De Gaulle n'avait jamais employé le mot « république ». Il y en avait un qui était un homme du Sud, affable. Un autre, affable avec beaucoup d'amis, Jean Moulin. Il y en avait un autre qui était un homme du Nord, froid, avec peu d'amis. Il y en avait un qui était libre penseur, Jean Moulin. L'autre était un catholique pratiquant. Donc tous les opposés, et finalement, ils se sont très vite, la première fois, ils se sont entendus. Comment ça peut s'expliquer? Du côté du général de Gaulle, c'était la première fois qu'un haut fonctionnaire le rejoignait. Jusque-là, c'était des gens un peu subalternes, jeunes. Jean Moulin était un peu moins jeune que les autres, il avait 40 ans. Ceux qui avaient rejoint le général de Gaulle, presque tous, en 1940-41, étaient des hommes jeunes, de 20 ou 30 ans. Un préfet qui avait une expérience de préfet, et en plus, qui faisait découvrir au général de Gaulle quelque chose que le général de Gaulle ne soupçonnait pas. Pour le général de Gaulle, jusqu'à ce qu'il rencontre Jean Moulin, donc en octobre 1941, la résistance, c'était lui. C'était la résistance qu'on pouvait organiser avec les Anglais, les Américains, à l'extérieur de la France. Il ne soupçonnait pas qu'il y avait en France des gens qui commençaient à s'opposer à l'occupation allemande. Et avec son rapport très précis, Jean Moulin fait découvrir à De Gaulle l'existence de ce qu'on va appeler par la suite la résistance intérieure. Également, il s'aperçoit, général de Gaulle s'aperçoit, que Jean Moulin, comme lui, ont un grand sens de l'État. Alors, l'État, pour Jean Moulin, pour De Gaulle, à cette époque, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour De Gaulle, c'est la nation française. Pour Jean Moulin, c'est la République. Mais il n'empêche que tous les deux ont un grand sens de l'État. Et dans ses mémoires, le général de Gaulle reconnaîtra les qualités qu'il a découvertes très tôt chez Jean Moulin. Jean Moulin, il se méfie du général de Gaulle. On se méfiait du général de Gaulle, notamment sur ses idées politiques. On commençait à le traiter de fasciste. Il y en a d'autres qui l'ont fait par la suite. Mais il était plus monarchiste que républicain. Donc il y avait une méfiance, sans doute, de Jean Moulin vis-à-vis du général de Gaulle. Il n'en demeure pas moins, et on l'a dans la correspondance de Jean Moulin, que Jean Moulin s'est aperçu qu'il avait en face de lui un grand homme. Et il a compris que seul cet homme, donc le général de Gaulle, était capable de mener une résistance contre l'Allemagne. Si bien qu'ils se sont entendus. Et le général de Gaulle a décidé d'envoyer Jean Moulin en France pour organiser et unifier la résistance. Pas facile de venir en France. EasyJet n'existait pas. Donc il fallait être parachuté. Les Anglais refusaient de parachuter quelqu'un qui n'avait pas un diplôme de parachutage. Donc on a obligé Jean Moulin à suivre des cours de parachutage. Il a été collé une première fois, je crois, et puis finalement il a reçu son diplôme de parachutage. Donc on pouvait l'embarquer. Initialement, les Anglais, le SOE, avaient prévu parachuter Jean Moulin dans le sud-ouest, dans la région de Sainte-Foy-la-Grande, parce que les Anglais avaient déjà des agents dans cette région-là. Et finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons climatiques. Les conditions climatiques n'étaient pas bonnes. Il y a eu une deuxième tentative au mois de décembre, alors cette fois dans une région au climat plus clément et que Jean Moulin connaissait mieux, qui était la Provence, qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons climatiques. Et ce n'est que le 1er janvier 1942, Jean Moulin a été parachuté en France, muni de 2 ordres de mission du général de Gaulle.
En voilà un, il y en a un deuxième. Un ordre de mission civile et un ordre de mission militaire. Le général de Gaulle confiait à Jean Moulin les tâches suivantes dans la zone occupée, dans la zone libre, dans la zone sud. Premièrement, faire en sorte que ces mouvements de résistance qui apparaissaient comme du bricolage s'organisent entre eux. Pas s'unifient, mais au moins s'entendent entre eux. Deuxièmement, qu'ils reconnaissent l'autorité du général de Gaulle. Et troisièmement, qu'ils utilisent leurs forces militaires naissantes pour former une véritable armée. Donc c'est muni de ces deux ordres de mission et de ces trois fonctions que Jean Moulin va arriver en France à bord d'un avion comme celui-ci. Et entre la troisième phase de l'idée de la mission de Jean Moulin, l'organisateur et l'unificateur de la résistance. Donc c'est à bord d'un avion comme celui-ci qu'il est parachuté. Alors il est parachuté dans une région qu'il connaît bien, à côté de village de Saint-Andiol, par ici. On a découvert récemment l'endroit exact où il avait été parachuté. Jusque-là, on ne le savait pas trop. Donc il était parachuté là, avec deux autres personnages, deux autres résistants, dont un opérateur radio et un assistant. L'atterrissage n'a pas eu lieu là où il devait avoir lieu. Et l'un d'entre eux, l'un des trois, s'est un peu perdu et n'a rejoint les deux autres qu'après. Enfin, toujours est-il qu'au bout de quelques jours, Jean Moulin puis ses deux acolytes s'étaient retrouvés. Et Jean Moulin allait pouvoir mener, donc en 1942-43, en peu de temps, la tâche que lui avait confiée le général de Gaulle. Il lui faut des couvertures. Alors, la couverture officielle, je vous l'ai déjà montré, c'est Jean Moulin, propriétaire, préfet à la retraite. D'ailleurs, le gouvernement de Vichy va essayer de le sortir de sa retraite. Et il va être convoqué par le gouvernement de Vichy, il va aller à Vichy, et il va rencontrer les responsables du gouvernement de Vichy qui voudraient lui faire reprendre une carrière de préfet. Il n'avait pas été révoqué, il avait été seulement relevé de ses fonctions. Bien sûr, il refuse. Donc officiellement, il est propriétaire, retraité, à Saint-Andiol. Et il va avoir une deuxième couverture, c'est propriétaire d'une galerie de peinture. Il va installer une galerie de peinture qu'il va appeler Romanin, du nom de son pseudonyme de peintre, à Nice, et qui a pignon sur rue. Il va organiser des manifestations, des inaugurations officielles, et il va présenter des tableaux qui sont souvent les siens, ceux qu'il avait acquis auparavant. Alors vous remarquez que ce n'est pas n'importe quoi quand même. Vous avez des Renoir, des Utrillo, des Picasso, des Valadon. Et cette deuxième couverture de marchand de tableaux pouvait justifier auprès des autorités allemandes, s'il était interrogé, les déplacements qu'il faisait à travers la France. Pour les résistants, il avait des pseudonymes. Alors, les Anglais lui avaient donné comme pseudonyme, pas n'importe lequel, Rex, roi, royal. Lui, en France, il avait plutôt le pseudonyme de Max. Peut-être en souvenir de Max Jacob, qu'il avait rencontré lorsqu'il était sous-préfet à Châteaulin. Donc ça, ce sont les couvertures qui vont lui permettre d'agir. Et alors, il va organiser la résistance. Organiser, unifier la résistance. Alors, j'ai projeté, j'ai hésité, mais je vous ai quand même mis cet organigramme qui est incompréhensible, mais je vais essayer de vous l'expliquer, parce qu'il a été fait par Daniel Cordier. Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin à partir de l'été 1942. Alors, ce n'est pas facile d'organiser et d'unifier la résistance, parce que les mouvements de résistance, ceux qui ont commencé à apparaître en 1941 et dont je vous ai montré les chefs, veulent garder leur autonomie, ne pas s'associer et ne pas se soumettre au général de Gaulle. Alors,
Jean Moulin va faire cette organisation, cette unification de la résistance en 2 temps. Premier temps, jusqu'en octobre 1942. En gros, c'est ce que vous avez de ce côté-là de l'écran. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des organisations dont il est le chef. Certaines de ces organisations sont des organisations civiles, c'est ce qui est en rouge, entouré de rouge, et d'autres sont des organisations militaires, c'est ce qui est entouré de bleu. Alors ces organisations, certaines, on peut aussi signifier ce dont il s'agit. Par exemple, vous avez le Comité général des études, le CGE, qui est chargé d'étudier ce que sera la France libérée pour plus tard. Vous avez le BIP, ici, qui est le Bureau d'information et de propagande, qui est chargé de rassembler toutes les informations et d'envoyer des éléments de propagande. Et puis, il y a des organisations militaires, notamment notamment le COPA, qui était chargé d'organiser dans la zone sud les opérations d'atterrissage et de parachutage. L'avantage de ce dispositif, c'est que les différents mouvements de résistance vont intégrer ces organismes sans s'associer entre eux. Cela va donner aux responsables de ces mouvements l'habitude de travailler ensemble. Et quand on arrive à octobre 1942, il y a 2 organismes qui sont déjà mis en place et qui vont jouer un rôle important. C'est l'AS, ici, l'armée secrète. C'était une des missions de Jean Moulin, fédérer pour faire une armée secrète. L'armée secrète et ici, le comité de coordination, en octobre 1942. Comité de coordination, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les 3 mouvements principaux de résistance, finalement, ce bricolage dont je vous ai parlé en 1941, était arrivé à l'organisation en France du Sud de 3 grands mouvements de résistance. Il y avait Combat, dirigé par Freinet, il y avait Libération, dirigé par Dacier de la Vigerie, et il y avait Franc-Tireur. Ils acceptent, à partir de octobre 1942, à se rencontrer régulièrement pour travailler ensemble. L'armée secrète, alors l'armée secrète, c'est la fusion finalement de toutes les forces militaires des réseaux et mouvements de résistance. Tous les mouvements de résistance vont entrer dans cette armée secrète, plus ou moins volontairement, sauf les communistes, qui refusent d'y entrer. Il fallait trouver un chef à cette armée secrète, et c'est De Gaulle qui a trouvé le chef, le général Delestrin, qui était un résistant modéré, mais que De Gaulle connaissait bien parce qu'il avait été le supérieur du général de Gaulle quand le général de Gaulle était colonel en 1940. Donc Delestrin, il va jouer un rôle dans l'histoire de Jean Moulin. Delestrin devient le chef de l'armée secrète. On est en octobre 1942. Octobre 1942, c'est juste avant novembre 1942. Et en novembre 1942 se passe quelque chose de très important. C'est le débarquement des Anglo-Saxons en Afrique du Nord. Conséquence, les Allemands envahissent la zone sud et toute la France est occupée. À partir de là, le général de Gaulle, qui ne s'entend pas du tout avec les Américains, vous le savez, on ne va pas y revenir, le général de Gaulle a besoin de soutien. Et il s'aperçoit que ce qui est organisé jusqu'à maintenant n'est pas suffisant, qu'il faut faire quelque chose de plus conséquent et de plus politique pour, en même temps, à la même époque, quelques partis politiques, notamment les démocrates chrétiens et les socialistes, commencent à se réorganiser. Le Parti communiste a fondé le Front national, qui est son mouvement de résistants. Et les communistes sont pour une action immédiate. Ils veulent qu'on lutte immédiatement contre les Allemands en faisant, par exemple, des attentats.
Le général de Gaulle, lui, pense qu'il faut attendre d'être bien organisé avant de faire des attentats. Parce que les Allemands avaient dit que, en échange d'un soldat allemand tué, 50 Français seraient fusillés. Le général de Gaulle a donc peur que le Parti communiste prenne trop d'ampleur. Et le comité de coordination ne suffit pas. C'est alors que vont être créés les murs. Vous le voyez ici, en janvier 1943. Mouvement uni de résistance. Cette fois, il n'y a plus différents mouvements de résistance, mais tous les mouvements de résistance ont pratiquement fusionné pour former les murs. L'armée secrète adhère à ces murs. Jean Moulin décide alors, Jean Moulin qui a centré son travail sur Lyon, avec son secrétaire général dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, qui est Daniel Cordier, Jean Moulin repart à Londres pour faire avec le général de Gaulle le point de la situation et demander au général de Gaulle ce qu'il faut faire. Il repart en février 1943 avec de l'estrin. Il reste quelques jours à Londres. À ce moment-là, le général de Gaulle le fait compagnon de la Libération, c'est les médailles que nous avons vues au début, et le renvoie en France en lui ordonnant d'unifier complètement la résistance, ce qui n'est pas encore le cas. Et en faisant du Jean Moulin le seul représentant du Comité français de libération, qui est le nom officiel de ce qui est à Londres, et en lui donnant secrètement le rang de ministre pour ensuite imposer l'autorité de Jean Moulin. Jean Moulin revient et cette fois, il n'est pas parachuté, l'avion atterrit en Bourgogne, dans un petit village de Bourgogne, et Jean Moulin va s'adonner à l'unification de la résistance. Jean Moulin qui a, depuis juillet 1942, comme secrétaire Daniel Cordier. Vous avez ici deux photographies de Daniel Cordier, une photographie de Daniel Cordier jeune et une photographie de Daniel Cordier quelques semaines ou quelques jours, quelques mois avant sa mort. Daniel Cordier, c'est un jeune résistant d'extrême droite. Il avait fait partie des jeunesses Maurras, qui avait rejoint le général de Gaulle dès 1940. Et il trépignait d'impatience, comme beaucoup, de venir en France. On était en 1943, en 1942, il n'était encore pas revenu en France. Et finalement, on l'envoie en France pour être opérateur radio d'un mouvement de résistance. C'est Jean Moulin qui l'accueille à Lyon. J'oublie mon micro, excusez-moi. C'est Jean Moulin qui l'accueille à Lyon. Ils mangent ensemble. Et là, Jean Moulin lui dit, vous ne serez pas opérateur radio, vous serez mon secrétaire. Et Daniel Cordier, donc, a été le secrétaire de Jean Moulin. Alors, la mission de Jean Moulin, c'est d'unifier la résistance. Tâche difficile. Difficile parce que je vous ai déjà parlé du fait que les mouvements de résistance ne s'entendaient pas. Ils étaient bien sûr entrés dans les murs, mais ils étaient, enfin dans les murs MUR, mais ils y étaient entrés de force. Et l'idée du général de Gaulle et de Jean Moulin, c'était dans cette organisation unie, de ne pas faire entrer que des résistants, mais d'y intégrer aussi, pour être bien représentatif de la France, des partis politiques et des syndicats. Or, beaucoup de résistants étaient contre cette introduction dans une organisation commune d'hommes politiques et de syndicats, en disant que les partis politiques s'étaient mal comportés avant 1940 et en 1940, et qu'il n'était pas question de faire appel à eux. Notamment parmi ces résistants, il y avait Brossolette, Pierre Brossolette, qui, lui, avait été chargé à peu près de la même mission que Jean Moulin, mais dans la zone nord. Et il y avait une concurrence certaine entre Brossolette et Jean Moulin, tous les deux des hommes ambitieux, et qui n'avaient pas les mêmes idées. Donc, il fallait surmonter toutes ces difficultés pour arriver à créer le Conseil national, ce qu'allait devenir le Conseil national de la résistance. Alors,
Faire entrer les mouvements de résistance, c'était relativement facile. On les connaissait, au nord comme au sud. Faire entrer les partis politiques, c'était plus difficile. Quels partis politiques allait-on faire rentrer? Il ne fallait pas que ces partis politiques se soient trop compromis avec le gouvernement de Vichy. Or, au début, il y avait beaucoup de gens qui, en France, étaient partisans du gouvernement de Vichy. Et une fois qu'on aurait déterminé la liste des partis politiques et des syndicats qui feraient partie du Conseil national de la résistance, quels représentants allait-on envoyer? Il ne fallait pas envoyer n'importe qui, et notamment pas des gens trop compromis avec le gouvernement de Vichy. Donc ça a été une tâche difficile pour Jean Moulin, mais il y est parvenu. Et le 27 mai 1943, à Paris, s'est réuni pour la première fois le Conseil national de la résistance. Au début, le Conseil de la résistance, c'est par la suite qu'on l'a appelé Conseil national de la résistance, en plein centre de Paris. On est à côté du Palais Bourbon. Se réunissent dans un appartement, dans cette maison, autour de cette table, les représentants des mouvements de résistance, les partis politiques, les syndicats. Daniel Cordier assure la garde en bas. Les Allemands sont partout, on est dans la capitale. Donc c'était une opération difficile à mener. Elle a été menée et voici la composition du Conseil national de la résistance. Alors vous avez en haut les mouvements de résistance qui sont représentés, avec le résistant qui est le représentant ce jour-là. Donc vous en avez qui sont de la zone nord, vous en avez qui sont dans la zone sud. Le principal mouvement, alors dans la zone sud, c'était Libération Sud, Combat et Francs-Tireurs. Et dans la zone nord, le principal était l'Organisation civile et militaire, OCM. Et il y avait le Front National, qui était donc le mouvement du Parti communiste. 2 syndicats ont été admis à ce Conseil national de la résistance, la CGT et Confédération générale du travail, et la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. Puis des représentants des partis politiques. C'est là que le choix a été le plus difficile. Alors vous avez d'abord les 3 premiers, disons que ce sont des partis de gauche. Alors le Parti communiste, beaucoup de gens ne le voulaient pas. Parce qu'en 1940, le Parti communiste d'abord avait été interdit et ils étaient plutôt du groupe du pacte germano-soviétique. Mais ensuite, les communistes ont joué un rôle important dans la résistance. Donc le Parti communiste est admis, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, les socialistes, les radicaux. Puis des partis qu'on pourrait qualifier de droite, je regarde pas l'heure, qu'on pourrait qualifier de droite, qui sont les démocrates chrétiens, et puis 2 autres partis de droite. Donc le 27 mai 1940, on peut considérer que Jean Moulin a fini sa mission. Il a unifié les mouvements de résistance. Et Jean Moulin aurait pu, même on pense qu'il aurait voulu s'arrêter là, d'après des témoignages qui ont été donnés. Ça aurait pu se passer comme ça, sauf si il y avait eu le dernier combat. Alors le dernier combat, c'est l'arrestation et la mort de Jean Moulin. Qu'est-ce qui a provoqué ce dernier combat? C'est l'arrestation du général Delestrin, qui était le chef de l'armée secrète, à la suite d'une trahison d'un résistant du sud de la France. Et il faut trouver un successeur à Delestrin. Et Jean Moulin va donc décider de faire une dernière réunion. Pour lui, peut-être qu'il aurait préféré faire autre chose, mais il fallait trouver un successeur. Il fait une réunion à Lyon, dans une banlieue de Lyon, chez un médecin
qui est le docteur Dugoujon. Et il convoque à cette réunion des principaux responsables des principaux mouvements de résistance. Et c'est là qu'il va être arrêté avec les gens qui sont autour de lui chez ce docteur Dugoujon. Alors, il a sur lui sa carte d'identité qui est au nom de Jacques Martel. Et il va être interrogé par Klaus Barbie dans les locaux que vous voyez en bas. Il va être torturé. Au début, Barbie, on ne savait pas qui on avait arrêté. Et Barbie ne savait pas que celui qu'il avait arrêté était Jean Moulin. C'est peu à peu qu'il a appris que c'était Jean Moulin. Il va être torturé, incarcéré au fort Montluc entre les interrogatoires à Lyon. Torturé, il ne parla pas. Lui qui savait tout, il n'a rien dit. S'il avait dit quelque chose, c'était tout le mécanisme de la résistance qui s'effondrait. Il va être transféré en voiture à Neuilly, dans une villa de Neuilly, et ensuite, par train, on va le conduire en Allemagne. Et il est défiguré, méconnaissable, et c'est là qu'il va décéder pendant son trajet en gare de Metz. Et vous avez ici donc l'acte officiel de décès en allemand de Jean Moulin, donc au début du mois de juillet, le 8 juillet 1943. On va transférer son corps et l'incinérer au Père-Lachaise, dans une urne. Ensuite, ses cendres vont être déposées dans un autre carré avant d'être transférées, vous le savez, au Panthéon. Alors, Jean Moulin, j'ai plus beaucoup de temps, vous me dites. Jean Moulin après Jean Moulin, comment a été ressentie la disparition de Jean Moulin? Très différemment. Très différent. Pour le général de Gaulle, quand on lui a annoncé que Jean Moulin était mort, la seule chose qu'il a dite, c'est « Ah ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'était le signe d'un grand sang-froid et qu'il ne voulait pas montrer ses sentiments? Est-ce que ça veut dire que ça lui était égal? On ne sait pas. Donc pour le général de Gaulle, d'autant que le général de Gaulle, à ce moment-là, avait bien autre chose à faire. On était à Alger, il était en conflit avec les Américains, en opposition avec Giraud, et donc la situation était assez complexe. Les mouvements de résistance, pas beaucoup de réactions. Pas beaucoup de réactions. À la limite même, on peut dire qu'ils étaient satisfaits. Parce que celui qui les avait obligés à s'unifier et à se mettre sous l'autorité du général de Gaulle n'était pas là. Donc on allait pouvoir en profiter. Et d'ailleurs, on assiste à une certaine émancipation des mouvements de résistance à ce moment-là. Par contre, à Londres, ceux qui dirigeaient la résistance depuis Londres, le BCRA, sont catastrophés. Parce que c'est tout le système qui vient de s'écrouler. Le responsable a été arrêté. Donc ils vont prendre des mesures pour se réorganiser. Désormais, au Conseil national de résistance, il n'y aura pas qu'un homme à la tête, il y en aura plusieurs. Désormais, les décisions ne seront pas prises à l'échelle nationale, mais on va diviser la France en régions, en reprenant d'ailleurs un découpage régional que le gouvernement de Vichy avait fait et qui sera repris par la Troisième République et qui est un peu à l'origine de notre découpage régional d'aujourd'hui. Avec à la tête un délégué militaire national, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Delmas Chaban en pseudonyme, et à la tête de chaque région, un délégué militaire régional. Le Conseil national de la résistance va essayer de prendre plus de pouvoir qu'il en avait au début. Et les membres du Conseil national de la résistance vont essayer de se faire considérer à la fois d'abord comme les représentants des Français, puisque c'est les partis politiques, les mouvements et les syndicats qui sont là, et également comme une sorte de pouvoir législatif. Et ils vont élaborer un programme,
le fameux programme du Conseil national de la résistance, qui n'est pas du tout dans la ligne de ce qu'aurait voulu De Gaulle ou Jean Moulin, mais qui est essentiellement inspiré par les démocrates chrétiens et par les socialistes. Et le Conseil national de la résistance va avoir l'ambition, une fois que la France sera libérée, de gouverner le pays. Finalement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Et lorsque le programme, le Conseil national de la résistance, son programme a été connu et a été appliqué, vous le savez. Par contre, lorsque la France est libérée, c'est le gouvernement provisoire de la République dirigée par De Gaulle qui va nommer les préfets, les représentants officiels de la France, et non pas le Conseil national de la résistance. Il n'empêche que, quand on regarde les choses d'un peu haut, l'œuvre de Jean Moulin est une œuvre essentielle. C'est parce qu'il avait réussi à unifier les mouvements de résistance du Nord et du Sud avec les partis politiques que, peu à peu, l'autorité du général de Gaulle a été reconnue. Et que le général de Gaulle a d'abord été en association avec Giraud, puis seul, le chef ce qu'allait devenir le gouvernement provisoire de la République. Deuxième chose, c'est la première fois dans l'histoire, peut-être la seule fois, où on arrive à réunir des gens de pensée politique très différentes, d'union nationale. Et cette union nationale, elle va éviter à la France les guerres civiles que d'autres pays ont connues après la libération. Et puis, elle permet aussi à la France, les Alliés reconnaissent le gouvernement provisoire de la République, reconnaissent le général de Gaulle comme chef de ce gouvernement, et elle permet à la France de s'asseoir au banc des vainqueurs en 1945. Donc c'est une œuvre essentielle que cette œuvre de Jean Moulin. Jean Moulin qui est devenu un peu le symbole de la résistance. Quand on parle de résistance, on pense à Jean Moulin. De même qu'un peu, quand on parle de la guerre de Cent Ans, on pense de Jeanne d'Arc, ou la Première Guerre mondiale, on pense à Clémenceau, Jean Moulin. Jean Moulin qui est un héros de la résistance, il a réussi à faire, sans fléchir, tout ce que le général de Gaulle lui avait demandé, et il y est parvenu. Et puis c'est aussi un martyr de la résistance. Il est martyr par le premier martyr qu'il a subi en juin 1940 à Chartres, et surtout ce qu'il a subi lorsqu'il a été arrêté et torturé par Jean Moulin. Et ce qu'il faut retenir sans doute, je vais m'arrêter là parce que je crois que je vais être trop long, ce qu'il faut retenir sans doute, c'est que Jean Moulin est un exemple d'un homme qui a agi en fonction de ses convictions. On dit parfois qu'on devient héros au hasard des circonstances, par hasard, parce que les conditions sont favorables. Quand on retrace tout ce que j'ai essayé de vous retracer, on s'aperçoit qu'il y a une logique dans l'action de Jean Moulin, et cela peut servir de leçon à bien d'autres. Est-ce que j'ai le temps de parler de la postérité ? Bon. Normalement, ça doit durer 2 heures. Ça doit terminer à 17h30. Donc, on a encore 25 minutes. Bon. Donc, si ça... Bon. Alors, un mot, parce que c'est intéressant. Un mot sur la postérité de Jean Moulin. Je vous ai dit, je viens de dire qu'il était reconnu comme un héros et un martyr de la résistance. À quel moment cette reconnaissance s'est-elle faite ? Les historiens ne sont pas d'accord. Certains disent que Jean Moulin a été reconnu comme héros et martyr de la résistance à partir de cette cérémonie organisée en 1964, en décembre 1964, au Panthéon, lorsque ses cendres ont été transférées au Panthéon. Et qu'auparavant, pratiquement rien n'avait été fait pour Jean Moulin. Quand on regarde les choses en détail, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que cela. Dès 1944-45, d'abord, ses amis, sa sœur, ses amis, ont voulu fonder une association, la nôtre, qui n'a pas pu être fondée en 1944-46,
mais qui a été fondé en 1974. Également, on a édifié en 1946, c'est le premier monument à la mémoire, à l'hommage de Jean Moulin, qui se trouve dans la cour du lycée de Béziers, qui a été inauguré en octobre 1946. Et d'ailleurs, l'Association des Amis de Jean Moulin et la Fondation Charles de Gaulle sont en pourparlers pour organiser une cérémonie ou un colloque à l'occasion du 80e anniversaire de ce premier monument en hommage à Jean Moulin. Donc des hommages à Jean Moulin, il y en a eu avant 1964. Mais il y en a eu évidemment beaucoup après 1964, après cette fameuse cérémonie, le discours de Malraux, et on ne compte plus maintenant les lycées, par exemple, qui portent le nom de Jean Moulin. Quand on fait un recensement des lycées, des noms des lycées, et qu'on regarde les noms des lycées hommes, Jean Moulin vient au 3e rang en nombre. En premier rang, les collèges et lycées Saint-Joseph, catholiques comme vous le supposez. En 2e rang, Jules Ferry. Et en 3e rang, donc, Jean Moulin. Ensuite, le nombre de rues, d'avenues, qui portent le nom de Jean Moulin. Les monuments en hommage à Jean Moulin. Au milieu, ici, vous avez la fameuse statue qui se trouve à Salon, dans la ville, dans la région de Jean Moulin, et qui a été inaugurée dans les années qui ont suivi la cérémonie au Panthéon. Vous avez le centre Jean Moulin à Bordeaux, je veux bien le mentionner, qui actuellement est fermé, mais vous avez ici sa photographie. Donc, la postérité de Jean Moulin est considérable. Et il apparaît comme étant, donc, pour tous maintenant, à la fois le héros et le martyr de la résistance. Avec cette phrase qui résume finalement son action, phrase qu'il avait écrite dans la lettre à sa mère en juin 1940. « Je ne savais pas qu'il était si facile de faire son devoir. » On fait facilement son devoir, je pense, quand son devoir correspond à ses convictions. Merci bien de m'avoir écouté si longtemps. Donc on passe aux questions. Il y en a... Je passerai le micro ainsi qu'Alain à ceux qui ont des questions à poser. Tout d'abord, monsieur, je tiens à vous remercier pour cette excellente conférence. Je suis Gérard Chedeville, Libre Résistance, SOE, national et international, section F. Vous avez parlé des SOE avec Jean Moulin. Oui. Il a été formé aussi, je pense, par les SOE, les parachutages et tout ça. Est-ce que vous avez une idée si Jean Moulin a été aussi entraîné et fait en France avec les SOE? Est-ce qu'il a participé avec eux, avec le réseau Blockmaster ou pas? Je ne peux pas vous donner une réponse certaine, mais je ne pense pas. C'est ce que je voulais déjà savoir. Je ne pense pas. Il y avait une grande animosité entre les réseaux qui étaient chapeautés par le BCRA et ceux qui n'étaient pas chapeautés par le SOE. Non, de toute façon, les réseaux BCRA et SOE, c'était surtout le général de Gaulle. Oui, hein. oui. D'accord. Et autre chose, oui. C'est très bien. Ça me satisfait tout à fait, votre réponse. Je vais vous poser, pour toute la salle, il y a quand même un musée à Saint-Andiol qui est magnifique. Oui. Hein, et j'incite tout le monde, s'il passe à côté d'Avignon, quitter un peu l'autoroute, de s'arrêter voir le musée de Saint-Andiol qui a été inauguré, évidemment, par Daniel Cordier juste peu de temps avant sa mort. Hein. Et une autre question, est-ce que vous avez dit qu'il n'a pas beaucoup écrit, mais il y avait quand même les carnets de Jean Moulin à Chartres. Oui. Hein, est-ce que vous avez eu l'occasion de... Personnellement, non. Mais il a beaucoup écrit, mais il ne donne pas beaucoup de renseignements sur ses... Mais c'était l'époque, sur ses ressentis. Voilà. Encore merci, mais il faut quand même étudier la question SOE. Hein? Très bien. Merci. Voilà, merci beaucoup pour votre conférence. Merci, monsieur. Ici.
Là, ça arrive. Ah, c'est à moi. Ah, merci. Une seule question par rapport à... Excusez-moi, une seule question. Est-ce que vous avez une base au niveau de film, même si c'est un peu historique, qui peut être consultée ou même transmise à des gens pour... Je n'ai pas compris. Parce que une base, avez-vous créé une base répertoriant un certain nombre de films qui peuvent être pas forcément historiques, mais même un peu romancés concernant Jean Moulin? C'est juste ma question. Je ne sais pas, Google pourrait vous répondre? Non, c'est pas pour une question de revendre. Une base numérique, oui, tout à fait. Google. Google, ok. Moi, si j'y suis autorisé, je poserais bien une question qui doit brûler la langue de tout le monde ici. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment a été arrêté Jean Moulin et qui l'a trahi à Caluire? Officiellement, on ne le saura jamais, je pense. Parce que celui qui est soupçonné d'avoir trahi, c'est Hardy. Il y a eu 2 procès. Et à ces 2 procès, à l'un, il a été acquitté par manque de preuves. Et à l'autre, il n'a pas été condamné parce qu'il n'y avait pas assez de juges qui s'étaient prononcés pour sa condamnation. Alors pourquoi Hardy? Parce que Hardy était un responsable de la résistance du réseau Combat et il avait été arrêté par les Allemands quelques semaines avant. Puis il avait été relâché. Et normalement, il n'aurait pas dû se trouver chez le docteur du Goujon à Caluire. Il s'y est trouvé parce que le responsable, qui était Guillain de Bénouville, du réseau Combat, avait peur qu'on choisisse comme chef de l'armée secrète quelqu'un qui ne serait pas membre du réseau Combat. Il était prévu de n'envoyer pour chaque mouvement qu'un responsable. Le responsable qui avait été désigné au départ par Combat était Aubry. Mais Guillain de Bénouville pensait que Aubry n'aurait pas assez d'autorité dans la Réunion pour imposer un candidat Combat. Donc, il a demandé, Guillain de Bénouville a demandé à Hardy de participer à la Réunion. Et Hardy a participé à la Réunion. Ils ont tous été arrêtés, y compris les patients qui étaient chez le docteur, qui ont été évidemment libérés très rapidement. Ils ont tous été arrêtés, ils sont tous sortis menottés, sauf Hardy, qui a pu s'enfuir. Voilà. Alors, il y a eu des procès, deux procès, qui n'ont conduit à rien. Donc, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que Hardy, volontairement ou involontairement, a joué un rôle. Comme il avait été, on ne sait pas pourquoi il avait été libéré par les Allemands. Est-ce qu'il y avait eu un deal entre l'armée et les Allemands? On ne le sait pas. Est-ce que quand il est allé à Caluire, il savait qu'il était suivi par les Allemands, donc qu'il trahissait? Ou est-ce qu'il ne le savait pas et que les Allemands le suivaient quand même parce qu'il l'avait arrêté quelques jours auparavant? On ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, on sait ce que je viens de vous dire. Voilà. Georges Lautin, je voulais vous demander, à propos de la création de l'association, a été quelque peu différée. Nous avez-vous expliqué, la famille et d'autres avaient souhaité qu'elle soit créée dès 1945-46. Là, vous n'avez pas poursuivi, peut-être n'avez-vous pas d'éléments. On peut imaginer d'autres choses. Est-ce que vous pourrez avoir, pour plus de concret, quelques explications, si vous en avez, pour nous dire ce qui a pu se passer, quels ont pu être les obstacles? Alors, les obstacles, c'était la situation politique dans ces années 46-47, où il y avait une grande tension, notamment avec le Parti communiste. Et on peut supposer que le général de Gaulle n'a pas... Ce qui avait été demandé par Laure Moulin et les amis, et Antoinette Sachs, son ami dont je vous ai parlé, c'est qu'on crée une association et que cette association soit parrainée par le général de Gaulle.
Donc le général de Gaulle, je crois, pour ne pas envenimer la situation politique de l'époque, ne l'a pas voulu. Par contre, il a accepté de préfacer Premier combat, c'est-à-dire donner quand même une certaine orientation politique. Antoinette Sachs a poursuivi sans association les hommages à Jean Moulin. Notamment, c'est elle qui a organisé, d'abord toute seule, puis ensuite avec l'aide d'autres, la cérémonie d'hommage à Jean Moulin le 17 juin. Mais ça n'a été repris officiellement que lorsque l'association a été créée et a eu pignon sur rue auprès des autres. Voilà ce que je peux vous dire. En 1974, les tensions étaient passées. Bonjour. Autre question? Pas sûr. Bonjour. Une petite question de ce côté ici. Ah, vous avez... je suis étranger, je ne suis pas français, mais je suis très fasciné par le personnage de Jean Moulin et je reconnais son importance énorme dans les mouvements de résistance. Et une chose que je voudrais mieux comprendre, c'est quelles armes il avait pour réussir à réunir tous ces mouvements tellement différents. Parce que c'est très facile au général de Gaulle de lui dire voilà ta tâche, il faut que tu réunis tout le monde et tu le mets tous ensemble. Mais comment il a réussi à faire ça? Est-ce que vous pouvez... C'est très simple. Il avait deux armes. D'abord les armes. C'était sous son autorité ou son parrainage qu'étaient parachutées les armes qui venaient de Londres et qui étaient ensuite distribuées aux différents mouvements de résistance, et l'argent. Les mouvements de résistance avaient besoin d'énormément d'argent. Et c'était Jean Moulin c'était Daniel Cordier, enfin Jean Moulin d'abord, puis quand il a eu un secrétaire, Daniel Cordier, qui distribuait l'argent. Donc c'était des armes en monnaie trébuchante. Voilà. Et puis il y avait aussi son autorité personnelle. Mais il avait en face de lui des gens qui avaient aussi une grande autorité personnelle. Freinet, par exemple, c'était pas n'importe qui. Brossolette, c'était pas non plus n'importe qui. Mais comme il avait été désigné par le général de Gaulle comme son seul représentant en France, c'était lui qui avait l'argent et qui avait les armes et qui les distribuait. Je pense que c'est la raison essentielle. Ça n'a pas été très facile. Distribuer l'argent n'était pas facile, parce que l'argent qui était parachuté, c'était des billets neufs. Et il fallait transformer ces billets neufs en billets anciens. Parce que si les Allemands s'étaient aperçus que dans un secteur, il n'y avait que des billets neufs qui circulaient, ils se seraient méfiés. Donc il y avait toute une organisation qui avait été mise en place pour transformer, parfois avec l'aide de banquiers, parfois de banquiers suisses, les billets neufs en billets anciens. Mais l'argent et les armes, c'est fondamental. C'est ce que demandaient les mouvements de résistance. Ils ne demandaient pas à s'unifier. Ils demandaient de l'argent et des armes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Les maquisards, les gars du maquis, je ne connais pas du tout, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai une question à ce sujet. Comment s'insèrent-ils dans la résistance, cet organigramme que vous avez montré? Est-ce qu'ils sont considérés comme dissidents? Est-ce que, comment ils s'insèrent ou est-ce qu'ils ne s'insèrent pas? C'est ça que je voudrais savoir. Merci. Alors, les maquisards, il y a autant de réponses que de maquis, mais globalement, les maquis se sont développés à partir de 1943. C'est aussi, j'aurais dû vous le dire, depuis début 1943. Une raison pour laquelle De Gaulle a voulu unifier la résistance. Parce qu'en 1943, au début 1943, a été créé le STO. Et la majeure partie des gens qui ont rejoint les maquis, c'était des réfractaires au STO. Et beaucoup de ces maquis, je prends un que je connais bien, qui est celui du Limousin, mais ça fera plaisir à M. Joly, qui est du Limousin, étaient noyautés, si vous voulez, par les communistes. Et le général de Gaulle et Jean Moulin étaient hostiles aux communistes. Ils avaient peur, d'abord qu'ils prennent le pouvoir en 1944-45 et qu'ils organisent, avec les maquis, qu'ils suscitent des attentats
qui amenait des représailles des Allemands. Les résistants communistes étaient dans l'organigramme. Ah, ils étaient dans l'organigramme Mais les au Conseil national, Oui, au je Conseil comprends. national de la résistance. D'accord. Mais ils n'étaient pas dans l'organisation militaire. Oui, alors, Il- voilà, c'est ça. Ma question, en fait, elle visait l'armée secrète, puisque le maquis, pour moi, c'est des gens qui se battent sur le terrain. Donc, est-ce qu'ils étaient intégrés de fait dans cet organigramme et dans le pavé, si je puis dire, armée secrète, ou est-ce qu'ils ont été mis à l'écart? Non, ils ont été intégrés. Mais tout cela, De c'est quelle manière? par la force des choses. C'est que en 1944, il y a eu le débarquement, la libération de la France et la fusion de tous les organismes militaires, l'armée secrète, dans les FFI, Forces françaises de l'intérieur. Avec à côté les FTP, francs-tireurs partisans, qui étaient le parti communiste. Ça s'est fait ça s'est pas fait comme ça aurait pu se faire. Ça aurait pu être le Conseil national de la résistance qui prenne le pouvoir. Ça s'est pas passé comme ça. Parce que le général de Gaulle, le gouvernement provisoire de la République, a su intégrer les armées françaises, enfin, ce qui restait de l'armée française, notamment l'armée d'Afrique, aux armées alliées. Et tout ceci a fusionné, plus ou moins bien. On les a un petit peu oubliés dans tout ça. Ça dépend des C'est une maquis. question, c'est une question. Ça dépend des maquis. Il y en a quelques-uns. Alors, beaucoup de maquis ont été massacrés par les Allemands, par exemple Vercors. Voilà. C'est difficile de répondre, il n'y a pas de réponse unique. Est-ce que je peux revenir à la question là, pour les parachutages d'argent et aussi, les Anglais parachutaient de l'or, Oui. c'est-à-dire des objets en or qui étaient peints, des montres même, des stylos, pour pouvoir les vendre plus facilement que de l'argent. Voilà. Hein, et ils parachutaient énormément, hein, d'ailleurs aussi avant la guerre, justement pour pouvoir vendre plus facilement. Oui. Hein, je voulais juste- Donc, c'était la difficulté de transformer cette aide financière en billets. Oui, oui. Mais on en a retrouvé très peu. Il y en a dans les musées. Mais on a retrouvé des stylos et des montres. Oui. Mais c'est tout. Merci pour la précision. Alors, peut-être l'une ou oui, Non, mais il y a une dame qui lève le doigt là depuis longtemps. Alors, on l'écoutera. J'en ai une seconde. J'ai lu les livres de Daniel Cordier. J'ai cru comprendre que pendant toute la période où il a collaboré avec Rex, il l'appelait Rex, excusez-moi, il ne savait pas qui il était. C'est vrai. Il l'a appris, apparemment, parce que j'ai compris, après la guerre, lorsqu'il a rencontré la sœur de Jean Moulin. Vous avez très bien compris. Il savait que c'était quand même un responsable important. Mais il ne savait pas que c'était Jean Moulin. Madame. Oui, moi j'aurais voulu savoir si le mouvement du Parti communiste était financé par l'URSS. Sans doute. Ouais. Sans doute. Bien. Alors, une dernière question. Hein, je crois que... Une dernière question. Monsieur Joly. Ce n'est pas une question, c'est une précision sur les maquis et les réseaux, si vous voulez. Mon père faisait partie d'un réseau de résistance armée secrète. Les réseaux, c'était des organisations qui faisaient du renseignement et de l'action contre les troupes allemandes en transit, du sabotage et beaucoup de renseignements également. Les maquis, on appelle maquis les gens qui vivaient dans les bois, en fait, hein, et dans des fermes abandonnées, isolées. Et il y avait des maquis, en tout cas en Corrèze, armée secrète, et des maquis FTP. Il y avait les deux dans les bois. Et tout ça, ça s'est retrouvé, et ça s'est coordonné, d'ailleurs, en tout cas en Corrèze, au moment de la libération, pour hâter la libération du département et s'attaquer aux Allemands qui restaient et aux garnisons allemandes qui résidaient sur le territoire, puisqu'il y en avait tout au long de la Nationale 89 qui fait la liaison entre Lyon et Bordeaux. C'était le seul axe transversal qui permettait de traverser la France sans passer par Paris. Oui, merci Monsieur Joly, vous avez bien fait de distinguer, j'aurais dû le faire, mouvement et réseau.
Mouvement, c'était les chefs. C'était l'équivalent des partis politiques d'aujourd'hui. Réseau, c'était les gens de base. C'est-à-dire des gens qui se connaissaient, qui avaient décidé de lutter contre l'occupant. Et on était membre d'un réseau, mais on ne savait même pas si ce réseau était rattaché à Combat, à Libération ou autre. On agissait. Ce n'est qu'après que tout cela s'est décanté. Vous remercier de la part effectivement de la ville, de votre participation et de votre conférence. Voilà. Bien, merci à vous de m'avoir écouté longuement avec beaucoup d'attention. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez avoir des informations plus importantes sur Jean Moulin, je vous rappelle que vous avez derrière moi les actes du colloque et que vous pouvez vous procurer. Merci d'avoir suivi cette nouvelle conférence sur Ici Rueil. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.